Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie qui, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, déplore l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU face à la tragédie du peuple palestinien Raza pris en tenaille entre les frappes aériennes qui se poursuivent et la faim. Grâce à la vigilance des forces de sécurité algériennes, de nouvelles tentatives de déstabilisation de l'Algérie ont été mises en échec entre saisie d'armes de guerre et démantèlement de réseaux internationaux de trafic de drogue. Retour sur ces opérations dans un moment. Plaque tournante du trafic international de drogue, le Maroc est de nouveau épinglé dans une affaire de trafic de drogue de près de 640 kg de hashish saisi par la garde civile espagnole dans le port de Ceuta. Et puis on terminera le journal au pays du soleil levant où le patrimoine civilisationnel, matériel et immatériel de l'Algérie est mis à l'honneur dans toute sa diversité à l'occasion de l'Expo Osaka 2025. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rbiga, est en République socialiste du Vietnam pour participer aux cérémonies de commémoration du 50e anniversaire de la libération du sud de Vietnam et de la réunification du pays à l'invitation du vice-premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères. Le ministre a été reçu par le président vietnamien à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses félicitations à l'État et au peuple vietnamien ami. À son tour, le président vietnamien a exprimé sa gratitude et son estime envers le président de la République, soulignant la qualité des relations entre les deux pays et la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération bilatérale à la hauteur des relations historiques entre l'Algérie et le Vietnam. La situation dans la bande de Raza de plus en plus critique. L'Algérie a déploré hier depuis New York le silence assourdissant face à cette tragédie dans une intervention lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la Palestine, la question palestinienne. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a estimé que cette séance représente une rupture avec le silence. Je vous invite à l'écouter. C'est une campagne de génocide, une campagne de nettoyage ethnique et de destruction systématique de la vie et des moyens de subsistance des Palestiniens. L'absence de l'action collective et de la reddition des comptes, ainsi que la politique de deux poids, deux mesures, ont encouragé l'occupant à agir en toute impunité. Depuis plus de 18 mois, l'entité sioniste mène une agression barbare contre le peuple palestinien et empêche l'aide internationale à parvenir aux 2,4 millions de Palestiniens de la bande de Raza pris en tenaille entre les frappes aériennes et la faim. Les agences humanitaires sont aujourd'hui incapables de répondre aux besoins croissants des civils en raison de l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Les hôpitaux sont débordés, les médicaments et le matériel s'épuisent. Le point de la situation avec Marine Damis. La situation humanitaire dans la bande de Raza atteint un niveau critique. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour empêcher une tragédie encore plus grande. Entre le 18 mars et le 27 avril, 259 attaques ont visé des bâtiments résidentiels et 99 autres ont ciblé des tentes abritant des civils. L'armée sioniste est accusée de dissimuler des explosifs dans des zones peuplées et de détruire des équipements civils essentiels comme les camions-citernes ou les excavatrices. Conséquence, l'aide humanitaire reste bloquée. L'entité sioniste contrôle strictement tous les flux de l'aide internationale, essentiels aux 2,4 millions de Razaouis. Les boulangeries sont à l'arrêt, la farine et le carburant sont introuvables. Les réserves alimentaires, elles, diminuent de jour en jour. Pour Volker Türk, l'utilisation de la famine comme arme de guerre constitue un crime. Il rappelle que les États tiers ont l'obligation d'intervenir, de faire cesser ces violations et de traduire les responsables devant la justice. De son côté, Amnesty International a accusé l'entité sioniste de commettre un génocide en direct dans la bande de Raza.
dénonçant dans son rapport annuel la guerre, le blocus humanitaire et la destruction systématique des infrastructures civiles. L'ONG dénonce des massacres de familles entières, la destruction d'hôpitaux, d'écoles et de moyens de subsistance. La population de Gaza, coincée entre blocus et bombardements, continue de payer le prix fort d'une violence qui ne connaît aucun répit. De nouvelles tentatives de déstabilisation de l'Algérie ont été mises en échec grâce à la vigilance des forces de sécurité algériennes entre saisie d'armes de guerre et démantèlement de réseaux internationaux de trafic de drogue. Retour ce matin sur ces opérations qui illustrent l'ampleur des menaces et la détermination des autorités à préserver la sécurité nationale. Walid Yousfi. Ces images témoignent de l'ampleur des tentatives de déstabilisation qui visent l'Algérie. Le 4 août dernier, au port de Béjaïa, un contrôle de routine effectué par la gendarmerie sur un passager a permis de faire une découverte alarmante, une importante cargaison d'armes de guerre. Parmi le matériel saisi, 21 armes automatiques, des centaines de munitions de différents calibres, des explosifs, des armes blanches et des chargeurs. Une opération soigneusement planifiée, attribuée selon les autorités au groupe terroriste MAC qui agit depuis l'étranger, notamment à partir de la France. Un cas qui est loin d'être isolé. À Mostaganem, la police a saisi la plus grande cargaison de comprimés hallucinogènes jamais interceptés sur le continent africain. Plus d'1 650 000 comprimés d'ecstasy en provenance de Marseille. Valeur estimée de cette saisie, 4 milliards de dinars, soit près de 26 millions d'euros. Si certains relais sont établis en Europe, d'autres bénéficient de complicités plus proches, notamment au niveau des frontières ouest du pays où le régime du Marzen joue un rôle complice. Face à ces menaces, l'Algérie continue de faire preuve de vigilance. Les forces de sécurité, agissant avec professionnalisme et détermination, veillent à contrecarrer tous les complots qui visent l'Algérie pour garantir la stabilité et la sécurité du pays. Plaque tournante du trafic international de drogue, le Maroc est de nouveau épinglé dans une affaire de trafic de drogue. Près de 640 kg de hashish marocain transportés dans un camping-car dans le port de Ceuta ont été saisis par la garde civile espagnole. Récemment, une série d'affaires a mis en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant jusqu'en Europe avec une production qui a atteint les 901 tonnes de résine de cannabis en 2022. Yasmine Saudi. Le Maroc demeure depuis plusieurs décennies l'un des plus grands producteurs de résine de cannabis dans le monde. Malgré les efforts internationaux, cette substance illicite continue d'inonder les marchés européens, notamment et en particulier le marché espagnol, où grâce au renforcement de ses contrôles à la frontière avec le Maroc, la garde civile espagnole opère fréquemment des saisies records de cette substance illicite. À Ceuta, elle a intercepté dernièrement un véhicule qui en transportait près de 640 kilos. Elle a annoncé également avoir démantelé ce mois-ci un réseau de trafic de drogue et saisi 61 kilos de hashish et 64 000 comprimés psychotropes. En mars dernier, 23 membres d'une organisation criminelle spécialisée dans l'importation à grande échelle de résine de cannabis depuis le Maroc avaient été arrêtés. Mais côté marocain, aucun dispositif tangible ni action durable ne semble mis en œuvre pour freiner ce trafic massif et structuré qui ne peut se maintenir sans un certain niveau de tolérance, voire de complicité. Le trafic de drogue en provenance du Maroc est désormais un enjeu multidimensionnel, économique, social, sécuritaire et géopolitique. Il alimente des économies souterraines et renforce le pouvoir des groupes criminels organisés, encouragés par l'inaction marocaine qui soulève des questions sur la véritable volonté des autorités de ce pays de contrer ce fléau. En France, le parti La France Insoumise s'est engagé hier dans une épreuve de force afin d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la minute de silence à la mémoire d'Aboubacar Cissé, lâchement assassiné vendredi dernier dans une mosquée au sud de la France, un hommage à une victime de la violence raciste qui a suscité de nombreux remous au sein de l'hémicycle français. Afak Blouchette. Malgré le silence imposé par l'émotion, la minute de recueillement à l'Assemblée nationale française fera date. Un hommage légitime aux victimes de violences d'une extrême gravité. Il aura fallu pourtant insister pour que la présidente daigne l'inscrire à l'ordre du jour.
Donc en conférence des présidents, la réponse de la présidente de l'Assemblée nationale a été qu'il n'y a pas de minute de silence pour des cas individuels, je cite. Un bras de fer que les députés de gauche ont fini par remporter, n'en déplaise à l'extrême droite et à ses alliés, non sans amertume pour la famille de Aboubacar Cissé, reçue par les députés Verts et LFI, un geste qui ne suffit pas à effacer l'humiliation initiale. Et on ne le comprend pas pourquoi la présidente a refusé cette minute de silence. On ne le comprend pas. On est révolté, on est indigné. Ça n'enlève en rien notre incompréhension et notre colère du fait même de penser à refuser et de le dire. Et pourtant, la famille d'Aboubacar, pleinement française, ne réclame qu'une chose, la justice et la pleine application du mot égalité. Ce qu'on demande à l'État, qu'il fasse la justice, que la justice soit faite voilà, pour notre frère. Aujourd'hui, on demande aussi que les familles soient reçues de manière digne, au même titre que n'importe quelle famille, par le chef de l'État ou un membre de représentant de l'État. Des autorités restées muettes 48 heures durant, incapables de nommer clairement un crime terroriste, là où elles auraient proclamé haut et fort pour d'autres crimes, souvent précipitamment. À l'Assemblée, certains députés appellent désormais à la démission du ministre des Cultes. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Et ce mot que les autorités hésitent à prononcer, c'est celui que la communauté musulmane revendique clairement, terrorisme. C'est un crime islamophobe. C'est un acte terroriste. Et aujourd'hui, nous avons peur. On tue dans la mosquée. Demain, c'est quoi? On viendra frapper à nos portes pour nous tuer? Ce sera une chasse aux musulmans? Et c'est l'angoisse due à ce climat de haine que les imams constatent depuis des mois dans les mosquées. Les fidèles, en ce moment, ils ont même peur de venir prier à la mosquée. Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé récemment, ce drame, cet assassinat islamophobe, les gens, ils ont peur. Et ce qui leur fait peur le plus, ils disent pourquoi? Juste parce que je suis musulman. Pour les recteurs de la Grande Mosquée de Paris, le traitement politique et médiatique n'est pas à la hauteur de ce drame. Cette mort, malheureusement, est, je dirais, le catalyseur d'un certain nombre de critiques, de discriminations à l'encontre des musulmans de France. Le résultat est là, et c'est pitoyable qu'on puisse aujourd'hui débattre tout simplement pour dire notre solidarité avec les musulmans de France. Le meurtre d'Aboubacar Cissé interroge moins la violence d'un homme que le silence d'un pays. Quand il faut négocier une minute de silence pour un crime commis dans une mosquée, ce sont les valeurs mêmes de la République qu'on sacrifie sur l'autel de la course électorale. Les défis en jeu du dessalement d'eau, on en parle ce matin, une des pierres angulaires de la sécurité hydrique. L'Algérie a d'ailleurs réalisé des avancées importantes en la matière avec l'entrée en service de plusieurs usines de dessalement d'eau de mer. Des experts, chercheurs et professionnels ont abordé hier lors du premier colloque national sur le dessalement de l'eau de mer plusieurs problématiques, dont la gestion optimale et durable des stations de dessalement ainsi que les solutions innovantes et respectueuse de l'environnement. L'événement s'est tenu à l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire. Couverture, Naïma Loualish. Les participants à cette rencontre ont surtout évoqué la nécessité de rendre plus durable, plus écolo et plus efficace le process du dessalement de l'eau de mer.
Les objectifs, c'est d'informer, de sensibiliser sur les enjeux du dessalement, les contraintes du dessalement, les bénéfices du dessalement, mais surtout permettre aux étudiants de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral de développer un petit peu leurs connaissances et leurs compétences par rapport à ce sujet-là. Et éventuellement aussi peut-être créer un groupe de réflexion rapprochant le monde économique et scientifique autour du dessalement de l'eau de mer. Et aussi la prise en compte de l'aspect environnemental pour préserver notre biodiversité marine, pour préserver aussi toutes les chances que nous avons dans le cadre de l'économie bleue. Nous devons prendre en charge correctement les déchets issus du dessalement de l'eau de mer. Outre l'importance de la sécurisation hydrique, ce rendez-vous s'est surtout intéressé aux solutions innovantes dont certaines furent d'ores et déjà ébauchées par les services de l'ancienne station de Benissaf. Il y a des solutions, on est en train de faire des études avec des étudiants, avec des universitaires. Donc bien sûr l'impact le plus important ça concerne en termes de consommation d'énergie. Donc on est en train de trouver des solutions comment réduire cette consommation, soit avec une énergie propre, d'accord, tout ce qui est éolien, tout ce qui est photovoltaïque, soit une réduction donc, de la consommation de la station avec une maintenance prédictive, avec donc des solutions, nouvelles solutions. Le but de la journée, c'est de créer une synergie entre les différents acteurs industriels, institutionnels et académiques, experts et scientifiques pour pouvoir créer des solutions justement durables qui font dans l'innovation. À l'issue de ce colloque scientifique, plusieurs recommandations sur la gestion durable des stations de dessalement seront soumises au gouvernement en vue d'une prochaine adoption. Et on termine cette édition au pays du soleil levant où le patrimoine civilisationnel, matériel et immatériel de l'Algérie est mis à l'honneur dans toute sa diversité à l'occasion de l'Expo Osaka 2025. Le pavillon de l'Algérie invite les visiteurs dans une immersion sensorielle et intellectuelle au cœur de la plus grande nation d'Afrique. Amira Sefta. Les visiteurs du pavillon algérien à l'exposition universelle d'Osaka au Japon embarquent pour un voyage captivant qui leur permet de découvrir l'Algérie dans toute sa profondeur civilisationnelle et sa richesse culturelle en tant que plus grand pays d'Afrique. Après avoir découvert le magnifique pavillon algérien, j'ai désormais très envie de visiter ce pays fascinant. Contrairement au Japon, l'Algérie compte une forte proportion de jeunes, ce qui me pousse à penser que son avenir est prometteur. Je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose sur l'Algérie, mais grâce à ce pavillon, j'ai enrichi mes connaissances sur ce pays. Je suis venu voir le pavillon algérien de l'exposition japonaise et j'ai été agréablement surpris par la diversité des régions présentées. Le pavillon de l'Algérie met également en lumière les projets stratégiques majeurs entrepris par l'État dans les secteurs de l'énergie, des ressources hydriques et des transports, avec une vision tournée vers l'avenir et des solutions innovantes. J'ai appris beaucoup de choses et je suis véritablement séduite par ce pays. La participation de l'Algérie à l'Expo 2025 est une opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur ses multiples atouts. Elle vise à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, à attirer les investissements et à partager avec le monde la vision d'une société tournée vers l'avenir, en parfaite harmonie avec le thème de cette manifestation. Le pavillon de l'Algérie accueillera de nombreux événements et activités visant à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du pays, renforçant ainsi la présence de l'Algérie sur la scène internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.